Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Salut Satyana, bienvenue sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu ? Très bien Alexandra, merci beaucoup. Ravie d'être avec toi aujourd'hui. Avec grand plaisir, je suis ravie aussi de t'avoir pour partager ton parcours qui est ultra riche et ultra inspirant. Avant de commencer, déjà pour ceux qui ne te connaissent pas, comment toi tu te décrirais aujourd'hui ? Intéressant. Je me décrirais comme une femme de 60 ans, parce que je viens d'avoir 60 ans en juillet, je vais bientôt avoir 61 ans. Je suis la plus heureuse que j'ai jamais été dans ma vie. Je me sens épanouie, au bon endroit avec le partenaire de rêve que j'ai toujours rêvé d'avoir et encore plus merveilleux que j'aurais pu imaginer. Je vis dans un lieu de nature entre deux villages à 10 minutes en voiture de chaque petit village, au milieu de chênes, de champs de lavande, de pins, je me sens bénie, en fait. Je sens que en fait, c'est comme si je vivais une 5e vie, parce que j'ai eu beaucoup de vies dans ma vie et que celle-là, c'est finalement celle où tout ce que j'ai vécu fait sens et je suis au service de tout ça. Trop bien. Et ça se ressent totalement. Et justement, là, on va dire tu es au top de ta vie niveau échelle de sens. C'est quoi un peu les moments, tu peux nous partager ces moments où c'était plutôt tout en bas de l'échelle et plus rien ne fait sens? Est-ce que tu en as eu? Et c'était lesquels? Alors, ça a commencé à ma naissance. Je suis née à Cannes dans un couple qui était déjà très endommagé, je dirais, des deux côtés, et qui venait de perdre un petit enfant 1 an et demi avant ma naissance, avant sa première année, un petit garçon. Enfin voilà, il y avait beaucoup d'imbalance et de violence, d'alcool. Ma maman s'est suicidée quand j'avais 6 ans. Mon père était un alcoolique du travail et un alcoolique aussi parce qu'il buvait tous les jours, tout le temps. Enfin, il était jamais vraiment saoul, mais il était tout le temps saoul parce que il était habité par l'alcool. C'est dans les années 70, tout le monde faisait la fête. Enfin, c'était... Et donc je me suis retrouvée à l'école catholique pendant 4 ans. Et puis voilà, il y a eu beaucoup de traumas dans mon enfance. Et je suis partie vivre aux États-Unis quand j'avais 17 ans la première fois pour apprendre l'anglais en programme d'échange. Et puis je suis retournée rapidement quand j'avais 19 ans pour échapper un petit peu tout ça. Et comme j'avais pas ma maman, donc mon père était tout. Quand j'étais petite, c'était un peu mon Dieu. Mais lui m'a vraiment aussi beaucoup, négligée et trahi. J'ai été trahie par lui, qui a fait qu'à 14 ans, j'ai plus cru que personne ne m'aimait, que j'étais seule au monde. Et ça a commencé une spirale descendante dans l'alcool, la drogue, la cigarette. Et ça a duré une bonne dizaine d'années. Je suis devenue photographe à Hollywood. Bon, c'était les années 80. La drogue faisait partie de cette vie-là. Donc, mais j'étais dans une spirale descendante parce que j'avais personne au monde. J'étais seule au monde, en fait. Et à ce moment-là, du coup, tu étais seule à Hollywood? Alors, j'étais à New York pendant 2 ans et demi. Et ensuite, je suis partie avec un amoureux à Hollywood. Il était musicien, donc voilà, ça a commencé tout ça dans la musique. Moi, j'adorais la photo. En fait, toute jeune, je voulais travailler avec les enfants. J'ai toujours adoré les enfants. Je voulais être maman. Je voulais devenir prof. Mais l'école était tellement difficile pour moi aussi. J'étais hypersensible.
traumatisée, donc mal dans ma peau. Et je voulais pas devenir institutrice dans un système comme ça qui me plaisait pas en fait. Donc je décidais de suivre mon autre passion qui était la photographie. Et c'est pour ça que je suis devenue photographe à Hollywood. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. J'ai été publiée dans les grands magazines. J'ai eu du succès dans ça, mais en même temps, comme je dis, c'était pas sain du tout. Et j'ai découvert aussi le yoga Kundalini quand j'avais 19 ans. Et j'ai continué de le faire malgré... voilà, ça a été comme ça, une dent de scie pendant 10 ans où je cherchais du sens à ma vie. J'ai rencontré plein de grands écrivains, maîtres spirituels pour essayer de faire sens de la vie. Et finalement, c'est ça qui a gagné. J'ai fait beaucoup de travail de guérison, je souffrais beaucoup dans mon corps, j'avais une sciatique permanente, mon père m'avait donné un coup de pied dans le dos quand j'avais 9 ans et ça m'avait tellement traumatisée que voilà, ça avait créé plein de problèmes dans ma vie et que j'ai pas complètement libéré, j'ai encore des douleurs sciatiques de temps en temps, mais bon, ça va déjà beaucoup mieux. Dans mes années 20, c'était horrible. Et puis voilà, donc petit à petit, c'est ça qui a gagné. Et vers l'âge de 28 ans, je me suis dit, en fait, il faut absolument que je travaille avec les enfants. Voilà, je suis née pour ça, quoi. Il faut que je trouve un moyen d'aider les enfants parce que j'avais tellement souffert justement et je voulais tellement aider les autres enfants. Et j'ai découvert Maria Montessori. Et c'est là que déjà un grand changement dans ma vie s'est opéré. Quand j'ai pu suivre ce chemin qui était vraiment une mission de vie pour moi, j'ai déménagé de Los Angeles à Laguna Beach, une petite ville magique. Attends, là, je t'arrête. Là, tu avais déjà remonté la pente d'un point de vue confiance en toi, gestion des traumas et tout, ou t'étais toujours dans le... Alors, non, j'avais déjà pas mal remonté parce que j'ai commencé donc un gros travail de guérison je dirais vers 22 ans. J'ai commencé à faire des séminaires de 3 jours, d'aller toucher ma colère. J'ai fait des week-ends où j'allais taper sur des trucs parce que avant je m'autorisais pas d'être en colère. J'avais peur que ma colère crée des catastrophes. Enfin, il y avait beaucoup d'éléments dans mon chemin de guérison. J'ai confronté mon père à toutes les choses voilà, vraiment horribles qui s'étaient passées. Ça a pris 2 ans où on s'est écrit des fax. À l'époque, c'était des facsimiles. Et finalement, au bout de 2 ans, j'ai senti que je pouvais le pardonner, que j'étais vraiment, que c'était terminé. Et j'avais, à cette époque-là, quand j'ai vraiment pardonné mon père, j'avais 33 ans. Donc, c'est là que le travail s'est complètement terminé pour moi au niveau des relations amoureuses aussi, parce que depuis l'âge de 14 ans où j'ai commencé ma spirale descendante, quand mon père m'a vraiment abandonnée et trahie, il y a toute une histoire autour de ça. J'en parle sur la chaîne YouTube dans certaines vidéos. Mais à 33 ans, j'ai quitté une relation malsaine de 6 ans. Alors de l'âge de 14 ans, j'ai eu que des relations malsaines, des hommes qui trichaient, mentaient, manipulaient. Tous et vers 26 ans je me suis dit mais pourquoi je continue d'attirer des hommes comme ça, et c'est là que j'ai fait un gros travail avec Harvey Hendricks, la thérapie Imago. Là aussi ça m'a fait comprendre plein de choses. Je me suis formée avec Alison Armstrong pour comprendre il y a eu tellement de choses sur ce chemin d'accueillir ma féminité parce que j'avais pas de modèle féminin. Voilà, j'avais une marâtre horrible, donc il a fallu que pour ne pas avoir des hommes machos qui étaient violents et manipulateurs, il fallait que moi je devienne plus féminine pour pouvoir accueillir un homme normal, parce que sinon c'était ou des hommes machos ou des hommes féminins que j'attirais. Donc voilà, j'ai appris tout ça, pourquoi ça se passait, comment je transformais ça. Et la dernière relation malsaine... Il y a des gens là qui se reconnaissent et qui enchaînent, on va dire, les relations... Moi, je les appelle les relations pourries. Après, il y en a qui vont les appeler relations toxiques, un peu comme chacun l'appelle comme il veut. T'as trouvé ta réponse, toi, pour qu'est-ce qui faisait qu'à ces moments-là, t'attirais sans cesse des profils toxiques? Oui, mon père, c'était un homme à femme. Lui, déjà, il avait triché sur ma mère. C'est une des raisons qu'ils s'étaient séparés. Ensuite, quand il a rencontré ma belle-mère sur la plage à Cannes, il lui a dit, moi, je suis un homme libre. Donc, si tu veux être avec moi, il faut que tu acceptes ça. J'aurai des maîtresses, des aventures. Elle a accepté. Donc, mais il y a même eu des prostituées qui sont venues à la maison quand j'étais gamine. Enfin voilà, ça a été vraiment horrible. Mais comme j'avais été tellement traumatisée
tu sais, quand on a du trauma, quand on est enfant, on sort de son corps. Quand c'est tellement violent, on peut même pas rester. Et donc, j'avais beaucoup de trous de mémoire de mon enfance. Et ça a fait partie du travail de libération, de guérison, c'est d'aller retrouver ces mémoires, ces histoires pour les transmuter, pour les guérir, pour les apaiser. Et c'est là que quand j'ai rencontré le dernier gars avec qui j'étais 6 ans et que j'ai dit, lui, je le quitte pas avant de comprendre pourquoi j'attire des mecs comme ça. Et j'ai commencé un gros travail de guérison autour du couple. C'est là que j'ai compris que c'était mon père. Et c'est là que j'ai dû faire des conversations avec mon père pour mettre à plat des choses qui avaient été vraiment horribles et de me dire, ah oui, j'ai été attirée par ça parce que c'était ce qui était confortable dans mon enfance. En fait, le travail Imago, ça va te faire un genre de profil de toutes les personnes qui étaient autour de toi dans ton enfance et qui vont faire que tu t'es développé, ta personnalité s'est construite avec ça. Et donc, surtout les premiers 6 ans de ta vie, mais jusqu'à ton adolescence, c'est super important. Et quand tu as ce profil et que tu vois, et que tu, mais c'est normal que j'ai attiré des personnes comme ça. Parce que moi, je vibrais à ça. Moi, j'étais dans cette dimension malsaine qui donc ne pouvait qu'attirer quelque chose de malsain. Ouais. Et c'est que en me guérissant moi-même que j'ai pu transmuter ça et attirer pour la première fois quand j'avais 33 ans un gars qui était romantique, qui trichait pas, qui me regardait moi dans un restaurant et pas les autres nanas et enfin voilà, c'est la première fois, j'étais avec lui 1 an et demi. Bon, il était un peu jeune, moi je voulais un enfant, je voulais marier, il était pas prêt, donc on n'est pas restés ensemble. Et dès qu'on s'est quittés, 2 mois plus tard, j'ai rencontré le père de mon enfant qui était un prince charmant, quoi. C'était une histoire, on s'est mariés, il m'a demandé de l'épouser dans le château de Neuschwanstein en Allemagne, qui est le modèle de Disneyland. Enfin, c'était un musicien, il m'a séréné avec la guitare. C'était vraiment une histoire, un conte de fées. Après, j'ai vécu ça. Et après, il y a encore la vie qui m'a donné un grand coup avec... on a eu un petit garçon. Et il s'appelait Christopher en 2004 et en 2007, il a été diagnostiqué avec une tumeur inopérable au cerveau. Et je l'ai perdu juste avant son 4e anniversaire, en 2008. Et son père et moi, on n'a pas survécu le trauma de tout ça et on s'est séparés, on a divorcé en 2013. Et voilà. Tout le travail que tu avais fait du coup en amont, c'est ce qui t'a permis de dépasser cette épreuve ou ça n'a rien à voir, ça reste une autre épreuve qui demande un autre travail? Alors non, ça m'a complètement permis de survivre ça, parce que tous les outils que j'avais découverts pour libérer mes peurs, transformer mes traumas d'enfance, toucher à l'enfant intérieur qui avait été blessé pour la fortifier, pour qu'elle soit plus aussi fragile, pour qu'elle ait confiance en elle, pour qu'elle sache que la vie était magique et que même s'il y avait des moments difficiles, il y avait des raisons. Enfin, moi, je crois à tout ça, que tout arrive pour quelque chose de plus grand qu'on découvre plus tard et qu'on est là pour aussi soutenir les autres et que si j'avais pas vécu tout ça, je pourrais pas aider mes clients comme je les aide et j'aurais pas ce désir d'aider autant les enfants que j'ai parce que c'est une mission de vie qui m'habite, de transformer l'éducation, de transformer la parentalité. C'est parce que j'ai vécu tout ça. Donc, tout fait sens. Et tout a fait sens, et maintenant, plus que jamais. Donc, tous ces outils, tout ce travail, tous ces traversées m'ont définitivement donné les outils pour aller crier ma colère. Quand Christopher, ma colère à Dieu, je suis allée crier dans des forêts, mais 3 fois par semaine au départ pour libérer la douleur dans mon corps qui était tellement vive que je savais que je devais faire ça, que je pouvais faire ça pour m'en libérer. Et que petit à petit, c'était 1 fois par mois. Et puis après, ça fait plusieurs années que j'ai plus besoin de faire ça. Parce que j'ai tout libéré. Donc oui, ça m'a énormément aidé. Mais comment du coup, moi, je suis parent et je me dis, mais le pire truc qui peut t'arriver, c'est perdre ton enfant. Comment tu fais pour, je sais pas si tu l'avais à ce moment-là, garder l'espoir qu'il y a de la beauté, tu vois, dans cet événement et pas perdre cet espoir de putain, c'est affreux, désolé l'expression. Alors, au départ, quand Christopher est tombé malade,
enfin quand il tombait beaucoup et je me disais il y a quelque chose qui va pas et son père il me disait non mais c'est rien, c'est pas un problème, moi aussi j'étais maladroit petit et donc des mois ont duré malheureusement parce que peut-être on aurait pu faire quelque chose si ça avait été plus tôt, mais ça faisait partie de notre histoire. Et je crois aussi que Christopher nous a choisis et que nous l'avons appelé. On a fait en fait vraiment un appel, un rituel avant de devenir enceinte pour appeler l'âme d'un enfant. Et dans ce rituel, moi, j'ai souhaité, désiré appeler un enfant qui voulait venir sur la planète pour être comme Mère Thérèse ou Gandhi ou John Lennon. Je voulais être maman à un enfant comme ça et c'est ça que j'ai appelé. Donc je sais que quand Christopher est venu, il est venu pour répondre à cette mission et c'est ça qui est d'autant plus touchant dans ce qui se passe maintenant avec le jeu, avec le fait qu'il aurait 21 ans cette année. Il y a tellement de synchronicité. Quand il est venu, ça a été magique à plein de niveaux. J'ai adoré être enceinte. J'avais 39 ans. C'était extraordinaire. Je faisais du yoga 3 fois par semaine. J'étais tellement heureuse. Et je voulais faire un accouchement dans l'eau. Et en fait, on avait la baignoire à la maison et tout. Et 3 jours de labeur, la sage-femme, elle m'a envoyée à l'hôpital. Ils ont percé l'eau. J'ai eu une césarienne. Ils m'ont pas laissé toucher l'enfant pendant 3 jours. C'était horrible. Enfin, j'ai vécu le pire du pire à l'hôpital. Il est rentré à la maison, il y a eu plein de problèmes de coliques, donc c'était au début très très difficile d'être maman seule, sans famille, sans soutien. Ça aussi, ça me donne envie d'aider les mamans, de soutenir parce que voilà, j'ai traversé beaucoup à ce niveau-là. Mais Christopher et moi, on était tellement proches, on était inséparables. Partout où j'allais, je le portais sur moi. Enfin, j'avais un porteur et même quand il avait 2 ans, je continuais de l'emmener partout. Et on était très proches, presque télépathiques. Et quand il est tombé malade, donc je l'ai emmené chez le docteur et le docteur pensait, enfin, avant que je sache que c'était une tumeur au cerveau, j'avais peur que c'était quelque chose de dégénératif, tu sais, comme la muscular dystrophie ou quelque chose comme ça. Et en fait, quand on m'a annoncé que c'était un cancer du cerveau, en fait, je croyais, parce que j'avais tellement guéri de choses et vu de miracles autour de moi, de guérisons de corps, de gens, de choses, que je me suis dit, on va pouvoir le guérir. Le cancer, ça se guérit. J'ai pas eu peur. Les docteurs ont dit, c'est inopérable, on peut rien faire. Mais moi, je savais qu'avec des choses alternatives, on aurait pu le guérir. S'il aurait dû rester. Donc, on a entamé ce chemin à faire plein de choses, à rencontrer plein de guérisseurs, de choses comme ça. Et en même temps, je me suis dit, si ça marche pas, il va partir rapidement. Et ce sera pas une agonie de 20 ans de souffrance, de détérioration. Donc, j'étais soulagée en même temps à ce niveau-là. J'avais l'espoir tout au long, les 8 mois où on a fait tout ce qu'on a pu pour le sauver, j'y croyais. J'y croyais à fond. Même quand il détériorait, je croyais encore au miracle. Jusqu'à un moment où son père a poussé pour une opération et il est revenu à la maison et là je savais que c'était fini et qu'il souriait plus. Les docteurs ont essayé mais ils ont dit oh non on peut rien faire alors qu'on le savait déjà. Enfin voilà, c'était encore un autre truc horrible. Et là je me suis dit mais ok, il va pas rester. Il faut que je lâche prise, il faut que je le laisse partir. Il faut que je l'autorise à partir parce que je le retenais avec tout mon... Et là, j'ai cette connexion à Marie que j'avais quand j'étais toute petite à l'école catholique, que j'ai perdue rapidement, parce que quand j'ai appris que ma mère s'était suicidée, quand j'avais 9 ans et que je l'ai dit aux bonnes sœurs, elles m'ont dit « Ah, ça c'est le pire truc que tu peux faire. Dieu, il pardonne pas le suicide. » Et là, je me suis dit « Mais c'est quoi comme Dieu? C'est pas mon Dieu, quoi. » Ah, c'était horrible. Et donc, je suis devenue athée pendant un moment, puis après j'ai cherché, je connectais avec la philosophie indienne, le karma, c'est la seule chose qui a fait sens pour moi de pourquoi il y a des bébés qui naissent en Afrique et qui meurent en 3 jours et d'autres, tu vois, donc voilà, mon chemin, mon exploration de la spiritualité s'est ouverte aussi grâce à ça. Et puis finalement, ma spiritualité, juste pour dire, c'est l'amour. J'ai pas de gourou, j'ai pas de maître, j'ai pas de religion spéciale, mais pour moi, dans toutes les religions, on retrouve l'amour. Pour soi, l'amour pour l'autre, la bienveillance et donc ça aussi, ça a été un chemin riche de découverte et de sens. Et donc quand il y a eu le moment de laisser partir Christopher, je me suis dit Marie, aide-moi. Comment t'as fait toi pour laisser partir ton fils? J'ai besoin de ton aide. Et vraiment, Alexandra, j'ai senti sa grâce. C'est comme si et donc j'ai eu des moments
magiques dans ma vie, à un niveau spirituel inexplicable pour la plupart des gens, qui m'ont traversé plein de fois dans ma vie. Toute petite, la connexion à Marie m'a aidée à ne pas avoir une maman. Donc j'étais connectée à cette mère divine spirituelle qui me parlait, qui me nourrissait, à qui je parlais. Elle est restée avec moi toute ma vie, à des moments cruciaux comme ça, je sens vraiment sa grâce. Et quand Christopher a quitté son corps, il était à l'hôpital avec son père et moi j'étais pas là. Et quand je suis revenue à l'hôpital, il avait mis sur un respirateur. Et j'ai demandé qu'ils attendent que mon père vienne de France pour une semaine, pour qu'on puisse être ensemble pour une semaine. Et j'allais à l'hôpital et je le tenais sur moi. Et quand je le tenais, j'avais l'impression, vraiment, que son corps, il était sur moi, mais son corps énergétique était plus haut que le plafond et il descendait jusqu'à l'étage en dessous de l'hôpital. C'est pour te dire la puissance de cet enfant que j'ai porté dans mon corps et que pendant que les gens venaient le guérir, il me disait, mais on est venu pour le soigner, mais c'est lui qui nous fait des soins. Il avait une énergie tellement magnifique que même Amma, je sais pas si tu connais Amma, mais Amma l'a tenue dans ses bras, c'est une grande spirituelle qui fait des hugs à plein de gens autour de la planète. Et quand elle a tenu Christopher, elle est restée avec lui et je sens que c'est lui qui lui donnait de l'énergie, putain. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Donc, énergétiquement, Christopher, il stoppait les gens dans la rue. Les gens, ils voyaient, il était tellement lumineux. Et d'ailleurs, je vais te montrer, juste pour montrer qui c'était ce petit ange. Voilà. Je sais pas si tu vois, mais voilà, il était vraiment extraordinaire. Pas parce que c'était mon enfant, mais et puis il m'a tellement appris au niveau des enfants aussi, de leur intelligence. Tu sais, il y a tellement de neurosciences maintenant qui dit, ah oui, mais les enfants, ils sont incapables de ça parce que les neurosciences prouvent que, mais c'est pas vrai, Alexandra, c'est pas vrai, j'y crois pas. Il m'a trop montré et même mes expériences à l'école, avec d'autres enfants, j'ai vu ce que les enfants tout petits sont capables de faire. Et donc, voilà, il y a tellement de choses comme ça qui ont été des cadeaux. Et quand il est parti, quand il a quitté son corps, c'est pareil, j'ai eu des messages de lui dans le ciel. Je l'ai vu, j'ai comme des apparitions. Je suis partie à Bali pour guérir mon corps avec son père. Un jour, on était sur une petite plage et tous les jours j'allais à la plage et un jour je vois un cœur en corail gros comme ça sur le petit chemin et je me baisse et je l'entends télépathiquement qui me dit « c'est pour toi maman ». Et là, tu vois, je suis touchée, je dis merci, waouh. Et en fait, il me dit, mais attends, il y en a d'autres. Et je me baisse et dans un cercle comme ça, il y avait plein d'autres choses, des petits corails. Et à chaque fois, il me disait, bah, ça, c'est ça, ça, c'est ça. C'est dans mon livre. C'est le premier livre que j'ai écrit. Je raconte toute notre histoire. Donc voilà, il y a eu tellement. Et depuis, il est avec moi. Et une des choses que les gens m'avaient dit, c'est que il reviendrait dans une petite fille, que j'aurais un autre enfant et que ce serait Christopher. Et Christopher, à chaque fois, j'entendais, il me disait non, mais moi je reviens pas. C'est fini. Je reviens plus. Je suis avec toi. Je t'attends quand toi, ta vie humaine est terminée ici. Je serai là pour être avec toi, mais je ne reviens pas sur cette terre. Bon, son père, il croyait que j'ai inventé tout ça. Il me disait, bah, si ça te fait du bien de croire à tout ça, bah, vas-y, mais moi, j'y crois pas. Lui, il est devenu complètement athée et en colère contre un Dieu auquel il ne croyait plus. Donc, c'était impossible de vivre avec lui. Il était juste d'une colère tout le temps. Ça venait vers moi. Donc, c'est une des raisons qu'on s'est séparés. Voilà, moi, j'avais besoin de prendre un peu de temps. J'ai demandé de prendre 6 mois il voulait pas faire de travail de thérapie, rien du tout. Et là, il m'a dit, bah, si tu pars, on divorce. Et donc, ça s'est terminé comme ça. Mais au niveau de cette magie de Christopher qui m'accompagne encore et encore et encore, c'est que 7 mois après son départ, je me suis assise à mon ordi pour écrire un petit peu et en 2 heures, Alexandra, je ne mens pas, en 2 heures, j'avais un livre qui était 108 accords à considérer avant d'avoir un enfant. C'était là. Et je sais que moi, je suis pas une écrivaine, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est venu à travers moi. Et pendant les mois qui ont suivi, j'en ai fait un bouquin, puis petit à petit, il a été soutenu par des grandes personnes, Marianne Williamson, Stephen Farmer, qui ont endossé le livre. Et en fait, j'ai pas pu rien en faire. Parce que il y avait trop de mon histoire dedans. Et je pouvais pas le donner à une maman qui voulait un enfant. Donc, je l'ai mis sur le côté et pendant presque 10 ans, ça a rien fait.
Et j'ai développé le modèle d'éducation IWE parce que les parents des enfants qui me connaissaient avant que je perde Christopher ont voulu que je continue à travailler avec eux. Tout ça, ça a développé le modèle d'éducation IWE. Parce que du coup, quand tu avais Christopher, tu t'étais déjà à ton compte à accompagner des parents, tu faisais quoi? Non, alors avant Christopher, j'étais maîtresse d'école. Je me suis formée à Montessori. Et en fait, j'ai travaillé un peu dans Montessori, mais j'étais pas heureuse des écoles qu'il y avait là. Autant j'ai adoré la philosophie Montessori, Maria Montessori et tout, mais l'école où j'étais, j'aimais pas. Et il y avait une autre école qui était une école Waldorf Steiner. C'était magnifique avec un tipi, avec des animaux, qui m'attiraient tellement. Et donc, je suis allée les voir et ils m'ont embauchée tout de suite. J'ai enseigné le français dans cette école. J'avais une classe de 3-6 ans pour moi tous les matins. Et je pouvais faire mon Montessori dans une école Steiner. Donc, c'était extraordinaire. C'était une école inspirée Steiner qui s'appelait Annelies à Laguna Beach. Elle est magnifique, cette école. Elle en a 3 maintenant dans la même petite ville. Et en fait, c'est là que le modèle s'est développé. Et après 7 ans de travailler là, donc pendant les 7 ans, c'est là que j'ai rencontré le père de Christopher. Et ensuite, quand j'ai eu Christopher, j'ai arrêté de travailler l'année suivante pour m'occuper de lui à plein temps. Et c'est là que je suis restée avec lui les 3 ans. Et puis après, quand il est parti, les parents m'ont demandé de retravailler avec leurs enfants et que j'ai développé ma petite école dans ma maison. Excuse-moi, j'ai développé la petite école dans la maison qui est en fait devenue le modèle d'éducation IWE. Ensuite, le premier livre que j'ai écrit et publié. Et puis après, je suis revenue vivre en France. Et c'est en France que l'idée m'est venue de faire un jeu de cartes de ces 108 questions qui serait accessible à tout le monde, qui n'aurait pas mon histoire dedans. Et c'est ce que j'ai fait. C'est là que j'ai rencontré Roland, mon partenaire de maintenant, qui était au début mon meilleur ami, qui m'a aidé à créer ce deck, ce jeu de 36 cartes que j'utilise depuis 8 ans en France, que j'ai formé des animateurs autour du jeu qui s'en servent et tout. Et puis là, l'année dernière, ça m'est venu juste avant Thanksgiving et c'est ça qui est complètement fou aussi, c'est que Christopher, c'était le soir de Thanksgiving qui m'a donné ce premier livre en 2008. C'est 17 ans plus tard que j'ai cette idée qui me vient comme ça. On dit, tu vois, des fois on a des idées inspirées. C'est ça que j'appelle le divin, c'est ça que j'appelle la magie de la vie. Et cette idée, elle a dit, il faut que tu fasses publier le jeu. Christopher, il aurait 21 ans cette année. Et il faut que tu l'envoies pour Thanksgiving. Pendant 6 semaines, je travaille comme une folle pour faire ce dossier éditorial pour l'envoyer à la maison d'édition Hay House, qui est celle qui était une évidence pour moi parce que les jeux d'oracle, les grands auteurs qui m'ont soutenue, ils venaient tous de cette maison d'édition. Donc, c'était là. J'ai cherché un endroit pour l'envoyer. J'ai trouvé un mail chat. Il m'a donné un mail. Donc, j'envoie le dossier d'édition. Et le lendemain matin, je reçois cette adresse n'existe pas. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc-là? Et donc encore, je recherche. Je me dis, je vais essayer de trouver l'endroit, comment vraiment l'envoyer. Et là, je découvre que Hay House ne reçoit pas de dossier éditorial, sauf si tu as un agent, un grand agent littéraire, parce que c'est une des plus grandes maisons éditoriales du monde. Le seul autre moyen, c'est tu suis un bootcamp. Ils ouvrent un bootcamp pendant 4 jours, 2 fois par an. Et si tu fais leur bootcamp, tu as droit à une soumission de ton dossier. Donc, bien sûr, je m'inscris pour le bootcamp en janvier. Et là, j'apprends qu'ils ne considèrent même pas publier des personnes qui n'ont pas un grand réseau ou email list ou sur les réseaux sociaux parce que maintenant, c'est l'auteur qui fait 80% du travail. Et donc là, je me dis, ok. Je vais faire une chaîne YouTube, je vais faire ce qu'il faut pour avoir une chance de gagner à ce contest. Il y aura entre 200 et 300 personnes qui vont soumettre leur livre ou leur jeu de cartes. Le 5 mai, ça aussi, un autre moment magique de tout ça, c'est que Christopher a quitté son corps officiellement le 5 mai. En 2008. Et c'est le jour où cette grande maison d'édition ouvre les portes pour que j'envoie mon dossier. Superbe histoire, enfin superbe. À la fois triste, je sais pas comment tu fais pour retenir autant l'émotion, mais moi j'ai de l'émotion quand je t'écoute. Triste, mais vraiment, merci de nous partager ça. C'est vraiment
très inspirant de voir comment tu arrives à trouver justement la magie dans les événements que tu as traversés. Je pense que c'est la clé finalement pour vraiment pas sombrer et sortir la tête de l'eau. C'est comme tu dis, avoir suffisamment confiance dans la vie pour dire ok, il y a un sens à tout ça. Je le vois peut-être pas tout de suite, mais il y a un sens à tout ça et comment je vais faire confiance à la vie, de me dire qu'à un moment donné le sens viendra. C'est exactement ça, parce que sinon, tu sais, il y a un autre moment, on jetait ses cendres, son père et moi, on avait des fleurs, on était sur un bateau à Laguna Beach, là où on vivait, on était partis juste tous les deux sur le bateau et le gars qui conduisait le bateau, on avait mis toutes les cendres dans l'eau. Et là, je commence à m'effondrer, mais à pleurer, mais comme j'ai jamais pleuré de ma vie, tu vois, tu me dis, je suis pas émue, mais quand je repense à ces moments, et en fait, je me suis dit, mais là, je pouvais me jeter aussi dans l'eau, tu vois, j'avais plus envie de vivre, c'était tellement grand. Et juste à ce moment-là, il y a un bruit de moteur du bateau qui fait comme si, et je sors, mon cerveau reptilien, il sort de ça pour dire, wow, qu'est-ce qui se passe? Et pendant 10 minutes ou quoi, le gars, il nous dit oui, on est en panne, il y avait des grosses vagues, donc il y a la peur qui vient, la survie. Et d'un coup, ça se règle, on va avoir de l'aide, la mer se calme. Je suis assise et je sens la présence de Christopher. Mais j'ai complètement compris que c'est lui qui avait fait ça. C'est lui qui avait fait ça pour que j'arrête de pleurer. Parce que sinon, je sais pas comment j'aurais pu arrêter. Ou pas sauter, tu vois. Ouais. Donc, il y a des moments comme ça où j'ai été soutenue par lui ou par Marie, ou les deux en même temps, tout au long de ma vie, quand il y a eu les moments les plus difficiles comme ça. Et c'est ça qu'on peut pas expliquer. Mais c'est aussi que Christopher, toutes les fois où je l'entends, où il me parle, moi, j'ai plus peur de la mort. La plus grosse peur de l'humain, c'est de mourir. Et moi, je n'ai pas cette peur. Grâce à toute cette expérience, moi, je sais que, tu vois, le matin, je fais une prière avec mon tambour. Et c'est sur une chanson en anglais, Autour de la planète. Et dans cette chanson, elle dit, et le jour où c'est l'heure de partir, ben je mettrai mes ailes d'aigle et je m'envolerai, tu vois, avec joie parce que j'aurai terminé mon chemin sur cette planète et je vis ça dans tout mon corps. Tu vois, je me dis, ben là, je suis dans une mission de vie. Je fais tout ce que je sens. Ça, c'est l'autre chose. Quand Christopher est parti, j'ai dit aussi au divin, à cette source de lumière, de notre source d'où on vient, j'ai dit, montre-moi pourquoi ça. Je suis en service à ça. Je veux comprendre ça. Et depuis ce jour-là, je suis dans cette vie de montre-moi chaque pas que je dois faire. Et je le suis. Ces pas-là, je les suis. Je suis à l'écoute. Je médite tous les jours. Je médite, j'écoute profondément. Et donc, c'est ça aussi qui me soutient. Ouais. Et ce que j'allais dire, on peut appeler ça l'intuition, les messages, les guides, bref, chacun appelle ça comme il veut. C'est quoi, toi, tes astuces pour écouter cette petite voix? Souvent, on est dans un monde aujourd'hui où on se coupe. Enfin, on est à fond tout le temps, on prend pas le temps d'écouter son ressenti, les ressentis extérieurs, etc. T'as des routines, tu nous as parlé de méditation, t'as des routines comme ça pour te prendre du recul et te dire, ok, là, j'essaye d'écouter ce qui se passe, j'essaye d'écouter ce qu'on me dit. Oui, j'ai plein de choses et ça aussi, c'est venu du chemin de guérison, donc de mon enfance, tu vois, qui est aussi parce que cette douleur sciatique que j'avais qui partait pas, que je croyais que j'avais un cancer dans la colonne vertébrale tellement j'en souffrais, m'a fait aller voir plein de guérisseurs pour m'aider. Et un des guérisseurs, c'était un kinésiologue et qui m'a c'est comme ça aussi que j'ai découvert qu'à 2 ans, j'avais eu un lavement des intestins parce que j'avais mangé des pilules antidépresseurs de ma mère et que j'allais mourir. Et donc, mais personne m'avait raconté cette histoire. Et c'est le kinésiologue qui l'a trouvé dans mon corps en testant, en posant, tu sais, ils font un truc de détective, je sais pas si vous connaissez, mais ils te testent ton corps en posant des questions, puis à un moment, t'es faible parce que c'est la vérité. Et donc, on a trouvé, à 2 ans, ma mère, quelque chose s'est passé avec mon estomac. Donc j'appelle mon père en France et je lui dis qu'est-ce qui s'est passé et là il me dit ah oui en effet t'as eu un lavage. Personne m'avait dit, j'ai eu un lavage des intestins à 2 ans, c'est pas rien. Je souffre encore de problèmes intestinaux à cause de tout ça. Mais tu vois, j'ai compris que le corps il garde toutes les mémoires que nous on n'a pas. Donc j'ai compris que le corps c'est un chemin
pour se guérir, mais aussi pour découvrir la vérité de ton histoire et aussi de savoir ce qui est bon ou pas bon pour toi. Donc, à travers la kinésiologie, tu peux utiliser ton corps comme un pendule. Si quelque chose est bon pour toi, ton corps, il va naturellement aller vers. Si tu t'en sers comme ça, tu te tiens, tu es stable, tu connectes à la terre. Et si quelque chose n'est pas bon pour toi, tu vas sentir, tu vois. Mais ça se pratique, ces choses comme ça. Je le fais aussi avec mes doigts, je teste avec mes doigts, je fais des fois le pouce. Il y a plein de manières de me poser des questions pour valider une intuition que j'ai eue, pour savoir si c'est vrai ou si c'est juste mon mental. Il y a la méditation régulière, même si elle dure pas longtemps, tu rentres dans une zone où ton cerveau ralentit et tu es plus sensible à ces pensées qui sont pas les tiennes ou qui sont inspirées de ton être profond ou de ta source ou de tes guides. Tu vois, pour moi, c'est Christopher. Christopher, je suis très en lien avec sa guidance. Donc souvent, il valide. Justement, pour moi, c'est un grand cadeau. Tu vois, c'est comme si j'ai vraiment... On parle d'avoir un ange gardien, mais moi, j'avais jamais vraiment compris cette idée d'un ange gardien. Pourtant, Christopher, c'est un vrai ange gardien pour moi. Il est palpable et je l'entends. Je l'entends télépathiquement. Il confirme tout pour moi. Donc, c'est un grand cadeau que j'ai. Tu vois, un autre grand cadeau. D'avoir lui tout le temps avec moi. Et tu sais, ce truc que je t'ai dit qui revenait pas sur la Terre. Ça aussi, ça a été prouvé, mais il y a peut-être 10 ans. 10 ans, j'étais dans un festival de mantras. De chant parce que j'adore chanter des mantras, ça aussi ça me fait un bien fou pour calmer le mental. Il n'y a rien de mieux que chanter des mantras. Tu mets des mantras, ça peut être tout simple, ça se répète et tu sors du mental. Et donc j'étais dans ce festival et il y a un gars qui s'appelle Ram Dass, qui était un grand maître aux États-Unis, qui avait eu un AVC mais qui continuait d'enseigner. Je sais plus s'il parlait, oui il parlait encore. Et quelqu'un lui avait posé la question, qu'est-ce qui se passe aux enfants? Qu'est-ce qui arrive aux enfants qui ont été conçus consciemment? Donc ça veut dire, Christopher, il a été conçu consciemment. On est parti à Machu Picchu pour faire une cérémonie pour appeler son âme. Après, on s'est préparé c'était vraiment très conscient. Et tu sais la réponse? Il a dit, les enfants qui sont conçus consciemment n'ont pas besoin de revenir sur la planète. Ils brûlent tout leur karma et ils sont libérés. Et ça, j'ai compris plus tard que c'était l'accord entre Christopher et moi. Christopher, lui, il a brûlé tout son karma et il n'a plus besoin de revenir grâce à notre histoire. Et moi, il m'a aidé à guérir. Il m'inspire et ce désir que j'ai eu d'avoir un enfant qui voulait transformer l'humanité pour le meilleur, élever l'humanité à un niveau plus élevé, en fait, c'est ce cadeau qu'il nous a fait avec ce livre et qui m'a dit, c'est à toi de le passer maintenant. Moi, je suis pas là, mais tu vois, et en fait, c'est mon souhait que l'humanité aille mieux, de par mes souffrances d'enfance, au travers d'aider la parentalité, les enfants et l'éducation. Donc, en fait, il me renvoie mon souhait que je voulais donner à quelqu'un d'autre pour faire pour moi, et c'est moi qui suis en train de vivre ça et de faire tout ce que je peux pour que ce jeu soit publié et qu'il fasse une différence autour de la conscience d'emmener un enfant sur cette planète. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et justement, si on parle un peu de ce jeu, il s'adresse à qui? Il a quel objectif? Parle-nous un peu de ce jeu-là que justement tu promeus. Alors, au départ, il était pour les parents, avant d'avoir un enfant. Donc, l'idée que Christopher m'a emmené, de se poser les questions. Alors, on peut seul déjà regarder le petit livret et voir toutes les questions qu'il y a dans le livret pour dire, ah oui, ça c'est ok. Ça, par contre, si mon compagnon, il n'était pas d'accord sur ça, on se disputerait beaucoup parce que ça, c'est super important pour moi. Ou c'est même non négociable. Et l'invitation est pour une femme, bon, je dirais pas une femme de 20 ans parce que elle est pas dans cette démarche en général. Mais une femme de 30 ans, 35 ans, qui a pas encore d'enfant, qui a peut-être eu une carrière et qui se dit, ouais, quand même, j'aimerais avoir un enfant. C'est un super outil pour elle d'aller voir quels sont tous les aspects de la parentalité et lesquels sont vraiment importants, alignés avec mes valeurs essentielles. Donc, il y a un travail d'alignement, de souveraineté pour une femme, déjà de voir quelles sont mes valeurs essentielles pour ma vie et que j'aimerais transmettre à un enfant et dans mon couple
autour de la parentalité. Pour que, si elle est en couple, elle peut le partager avec son compagnon, sur tout ce qui est important. Et si elle n'est pas en couple, quand elle rencontre un gars potentiel d'être le futur papa, elle peut tout de suite adresser ces sujets qui sont super importants pour elle, pour qu'elle ne perde pas de temps. Tu vois, si par exemple, on va prendre un truc tout simple, mais disons que elle est végétarienne, lui il est macrobiotique, probiotique à fond, et qu'elle lui dit, si on a un enfant, bon, on est heureux en couple, hein, on se respecte, tu fais comme tu veux, je fais comme je veux, voilà. Mais si on a un bébé, moi je veux qu'il soit végétarien. Et lui il dit non mais il n'en est pas question, mon enfant il va pas grandir sans des protéines, c'est essentiel les protéines. Et ça c'est un non négociable. Ou tu vois. Et si on n'en parle pas avant, mais il y en a plein des non négociables comme ça en fait. Sauf qu'on les découvre trop tard et ça devient des disputes et ça nous éloigne. Et... Donc dans le jeu, il y a une manière, il y a deux choses. Il y a découvrir les non négociables le plus rapidement possible, si possible avant d'avoir un enfant, pour dire bon, ça c'est tellement négociable que ou on fait pas un enfant ensemble, ou on reste ensemble et on n'a pas d'enfant, ou on se quitte et on fait un enfant ailleurs. Mais la plupart du temps, c'est quelque chose qui peut être négociable. On peut être d'accord de pas être d'accord. Et dans ce département, c'est toi qui as le veto. Si jamais il arrive quelque chose et qu'on se dispute sur le truc et qu'il faut trancher, c'est toi qui tranches. Et moi, je fais l'accord de ne pas créer un drame autour de ça. Et on évite des gros conflits. Parce que ce que je me suis rendu compte, Alexandra, c'est que dans mes 20 ans d'enseignante, de Montessori, Steiner et les écoles publiques, ce que j'ai vu, c'est que les enfants qui allaient bien, c'était des enfants qui avaient des parents qui s'entendaient bien. Même si les parents étaient séparés, ils étaient des bons coparents, ils venaient ensemble au rendez-vous de l'école et c'était paisible. Les enfants qui n'allaient pas, les enfants qui avaient le plus de difficultés, c'était les enfants qui avaient des parents qui se disputaient tout le temps, qui avaient du drame à la maison ou qu'ils étaient séparés et que c'était toujours oui mais ton père ou ta mère et parler mal d'un parent. Ça, c'est horrible pour l'enfant. Et je l'ai vu encore et encore et encore dans tous les pays du monde. C'est le truc qui déstabilise un enfant le plus, c'est d'avoir ces deux parents qui ne sont pas en harmonie. Sur la plupart des choses. Ok, ouais, très clair. Et du coup, ton jeu, il s'adresse du coup à la fois à ceux qui n'ont pas encore d'enfants, tout comme ceux pour des enfants qui se disputent pas mal, pour justement réharmoniser et réaligner un peu les valeurs de chacun. Oui, c'est ça. Et c'est aussi pour les familles recomposées, les couples qui se sont déjà séparés avec un enfant ou pas, mais qui se remettent ensemble. Comment ensemble on va choisir d'élever cette nouvelle famille et de remettre des règles en place, des choses qui honorent chaque membre. Et aujourd'hui, on parle de ce jeu, du coup, tu es plus... Il y a encore deux publics. Un des publics, c'est les adolescents. Moi, je rêve ce jeu dans les lycées pour faire des ateliers philo avec les ados. Je l'ai fait pendant 4 ans dans un lycée avec des enfants, avec des ados en difficulté et ça a été fabuleux. D'entendre comment eux ils voyaient, qu'est-ce qu'ils pensaient, de se dire j'avais jamais pensé à ça et à ça et à ça, et donc c'est vraiment super. Et l'autre c'est tous les professionnels qui travaillent avec les mamans enceintes, les doulas, les gens qui aident à préparer les mariages, qui peuvent offrir ce jeu en avance, même comme cadeau de mariage ou cadeau de fiançailles. C'est là que j'espère qu'il va pouvoir se partager le plus. Mais du coup, les adolescents, tu leur fais travailler déjà ce qu'ils aimeraient transmettre chez leurs enfants. Ouais. Alors, ils tirent une carte. Alors, on est dans le cercle et je leur fais tirer une carte, un à la fois. Et il va regarder l'image. Peut-être ça va être discipline. Si tu avais un enfant, comment tu serais dans la discipline? Est-ce que tu le laisserais plutôt libre et t'essayerais de le guider avec douceur, ou est-ce que tu serais strict, ou est-ce que la fessée c'est ok pour toi? Enfin, on rentre dans un débat et chacun prend la parole qui a envie, on passe un bâton de parole et ceux qui ont envie d'y répondre, ils y répondent. Et puis une fois qu'on fait le tour, on tire une autre carte. C'est fabuleux. Très clair. Oui, du coup, à parallèle de ce jeu, aujourd'hui, t'accompagnes aussi pas mal de personnes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur ce que tu fais?
Alors, oui, je t'avais dit au départ, quand j'ai mis le livre de côté, j'ai développé tout un modèle d'éducation qui s'appelle IWE, Imagine Wisdom Education. C'est un modèle d'éducation qui est un mélange de tout le meilleur que j'ai rencontré parce que j'ai voyagé dans 50 pays sur 5 continents pour aller à la recherche justement de l'éducation des meilleures écoles et aussi au travers des cultures indigènes. J'ai passé beaucoup de temps avec les Amérindiens, les Kogi et la tradition du Dagara en Afrique, des cultures ancestrales qui sont pleines de sagesse autour de l'éducation des enfants parce qu'il y a tout un village qui participe, on n'est pas isolé. Donc voilà, tout ça, c'est dans le modèle. Donc il y a ça, il y a Montessori, il y a Steiner. Il y a la communication non violente qui m'a aussi énormément aidée dans mon chemin de guérison et qui continue de me soutenir et de soutenir mes clients. Il y a le yoga et la méditation, donc que j'avais dit j'ai découvert à 19 ans quand même. Donc tout ce modèle d'éducation que j'ai développé, il est maintenant aussi dans un jeu de cartes qui s'appelle IWE School. IWE est school en anglais et en même temps école. Et c'est toute une formation pour enseignants, pour les soutenir à emmener du jeu dans leur classe, mais qui en même temps est un super modèle d'éducation parce qu'on peut enseigner tout à travers ce jeu. C'est extraordinaire. Et voilà, je l'ai testé sur une vingtaine d'années et j'ai des très bons résultats avec ça. Donc ça, c'est possible. J'ai formé des animateurs en France qui sont pas des enseignants, mais qui voulaient faire des cercles d'enfants, tu sais, dans les camps de vacances, dans les trucs comme ça. Donc, ils s'en servent pour ça. Et ça fonctionne bien aussi. Il y a des bons résultats. Je l'ai fait même sur les réseaux en visio avec des enfants des États-Unis, du Népal, de la France. On a joué le jeu en ligne et c'était super aussi. Donc voilà, c'est IWE School, le jeu et le nous ensemble sous ce modèle d'éducation qui est maintenant un jeu de cartes. Ensuite, il y a mon accompagnement Lover, qui est libération, ouverture, visualisation, espoir, réalisation. C'est un programme de 9 mois où j'accompagne les femmes surtout, mais les hommes aussi, mais pour l'instant, j'ai pas d'hommes. Enfin, j'en ai 2 ou 3, mais ils sont pas complètement investis. C'est des amis. Voilà. Et donc, c'est un groupe de femmes qui s'engagent à faire ce travail de libération du passé comme moi j'ai fait pour pouvoir créer la relation de leurs rêves avec un homme sain, merveilleux qui rentre dans la vie qu'elle rêve d'avoir. Donc ça, c'est Lover. Et puis, j'ai Chérie, donc qui est le jeu et un accompagnement sur 6 mois de la préparation à la parentalité consciente ou une réajustement, comme tu dis, autour de tous ces thèmes avec le couple, un genre de thérapie de couple autour de la parentalité avec le jeu, à travers du jeu. Et le dernier, c'est Tap to Free Métamorphose, méthode que j'ai découvert qui a aussi changé ma vie et c'est grâce à elle que j'ai pu déprogrammer tous ces programmes pourris de mon enfance. C'est grâce à cette méthode. Et je sais que si moi j'ai pu me transformer et avoir la vie que j'ai aujourd'hui, n'importe qui fait ce travail peut le faire aussi. Mais ça demande du courage et de la régularité de cette pratique qui prend 5 minutes par jour, mais il faut le faire. Et si on le fait pas, ça marche pas. Mais si on le fait, on est garanti les résultats. Et donc, j'ai tout un accompagnement autour de ça, de 4 à 6 semaines et un autre sur 6 mois plus profond. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo parce que vous êtes en audio, le tap, c'est taper sur votre corps, c'est des points d'acupression. Un point sur la main, c'est pas comme l'EFT. L'EFT, tu sais, tu tapes un peu sur la tête et tout ça. C'est pas du tout comme l'EFT. Et en même temps, c'est similaire. Donc, il faut vraiment venir à une séance de ça pour comprendre. Mais on va non pas commencer avec le négatif puis aller vers le positif, comme l'EFT, c'est ça. On transforme au travers du tapoting. Là, on va créer l'intention de libérer le pire du pire de ce qu'on veut pas ou de ce qui nous fait peur ou des pensées en boucle qu'on a ou des croyances limitantes qu'on a. On l'invite pleinement, on l'accueille pendant qu'on tapote pour le déprogrammer. Et c'est vraiment un coupage, déprogrammage du cerveau qui, à un moment, n'a plus ses connexions et l'idée peut venir et puis ouf, ça part ailleurs et on n'est plus dans ça. Et à ce moment-là, on peut des bonnes graines avec des affirmations positives qui vont fleurir
parce que on a transformé le caca en compost fertile qui fait pousser. Et ça fait partie intégrale de tous mes enseignements. C'est que moi, je crois à fond à la manifestation, la loi de l'attraction, les pensées positives, mais pas sur du caca. Donc, voilà. Ok, superbe métaphore. Je vois le temps qui défile, Satyana. J'aime bien terminer les épisodes par une question de coaching qu'on va poser aux auditeurs et qui vont pouvoir se poser en marchant et en musique. Est-ce que tu aurais une question qui, soit toi, a été game changer dans ta vie, soit que tu aimes bien te poser régulièrement et que tu dis, ouais, j'ai envie de les inviter à se poser cette question? J'aurais bien aimé réfléchir un peu à ça avant, parce que là, j'aimerais te donner quelque chose qui est... Donc, laisse-moi juste me poser un moment. C'est difficile, ça. Parce qu'il y a plein d'idées qui me viennent. C'est genre, s'il y avait une chose que tu voulais pas mourir avec un regret, ce serait quoi? Tu vois, si jamais tu mourais demain, quel regret t'aurais de pas avoir pu faire ça ou ça? Donc ça, mais c'est plus existentiel. Une autre, elle est autour des valeurs essentielles. Vraiment, quelles sont mes 3 valeurs essentielles et que je préférerais être seule que d'être avec quelqu'un qui les partage pas. Ou que regarder dans ma vie si elles sont vraiment alignées dans tous les aspects de ma vie, ces valeurs essentielles, les définir, ça fait partie du travail dans Lover aussi, on va aller chercher. Des fois, on peut en avoir plein, mais lesquelles sont vraiment essentielles, que c'est non négociable pour moi dans tous les endroits de ma vie, et de travailler pour arriver à ça. Ça emmène une paix extraordinaire à l'intérieur. Par exemple, je peux te dire les miennes, c'est l'amour, la vérité et la contribution, le service. Tu vois, pour moi, c'est qui je suis. Toute ma vie, elle est et j'habite ça. Et quand on arrive à habiter ce qui est le plus important pour nous, notre valeur essentielle, nos valeurs essentielles, on est en paix. Ouais. Et donc, voilà, peut-être ça. Ok. Et restez bien jusqu'au bout de l'épisode pour avoir votre question à méditer en marchant. Je vais partir sur la dernière, celle des valeurs. Et Satyana, du coup, si vous voulez soutenir Satyana, je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne YouTube. Elle vous a parlé de ce fameux bootcamp de la maison d'édition Day. Et pour être sélectionné, le nombre d'abonnés sur sa chaîne YouTube est un des facteurs déterminants. Donc, si vous voulez la soutenir, si son histoire vous a touché, si le message vous touche, ou même si ça vous fait penser à des personnes dans votre entourage à qui son contenu pourrait être utile, je vous invite à vous abonner sur sa chaîne. Elle y donne également de nombreux conseils pour justement tout ce qui est autour de la parentalité et de ces questions qu'on se pose avant d'avoir un enfant. Et Satyana, est-ce que tu as un mot à ajouter pour la fin? Oui, en fait, je viens juste de penser qu'on n'a pas du tout parlé de la dimension oracle du jeu, parce que j'ai rajouté ça dans le jeu. Ça veut dire qu'une fois qu'ils ont fini ce parcours, ou qu'ils ont au moins traversé une fois le parcours du jeu de cartes avec toutes les questions autour de la parentalité, on peut retirer les mêmes cartes et avoir un message oracle. Je te donne un exemple, désir d'enfant. Tu vois, c'est une des cartes du jeu. Est-ce qu'on veut un enfant? Pourquoi? Combien? Dans l'oracle, c'est qu'est-ce qui a envie de naître en toi? Quel projet créatif, que peut-être tu ne donnes pas assez d'espace pour, ou tu vois, d'être à l'écoute de ça. Donc chaque question a des revenus personnels qui peuvent guider tous les jours, tirer une carte, ou s'il y a un problème, être guidé dans le jeu à travers un oracle. Merci pour cette précision. Mais aussi le lien pour télécharger le jeu s'il y en a qui veulent dans le descriptif de l'épisode. Le mot de la fin, ce serait merci pour votre écoute, pour votre conscience. Et vraiment, c'est ça, je ressens tellement de reconnaissance pour les personnes qui vont rejoindre la chaîne et qui vont la soutenir et qui vont la partager, pour qu'on puisse emmener plus de conscience. Parce que hier, je parlais encore à une de mes animatrices qui fait des groupes, des cercles avec des mamans enceintes qui ont déjà, donc l'enfant est déjà là. Et elle me disait la valeur de ce travail, parce que ça emmène des conversations entre la maman et le papa qui n'auraient jamais normalement. Et comme c'est touchant pour elle, et comme il y a des conversations qui sont encore tellement tabous,
et qu'on veut pas parler, mais quand quelqu'un en parle, ça donne permission à quelqu'un d'autre d'y penser ou d'en parler, et qu'il y a vraiment une magie autour de ça, et il est temps, notre humanité, elle a besoin de cette élévation de conscience pour que le monde il aille mieux. Et donc voilà, c'est ça mon mot à la fin, c'est merci, merci, merci. Et faisons ça ensemble, c'est I oui, moi je peux rien faire toute seule, c'est ça. I oui, c'est je et nous ensemble. Ouais, et ça parle beaucoup quand on voit le taux de divorce qui aurait pu être évité avec une meilleure communication. Alors, on en a déjà parlé ensemble, mais c'est vrai qu'en général, quand on pense à avoir un enfant, on va voir son mari, on dit on fait un enfant, ouais, option suivante, on attendra de voir quand l'enfant sera là pour les autres sujets. En attendant, limite, on va réfléchir à la chambre, mais ça va s'arrêter à ça. Exactement. Donc, exactement. Un grand merci à toi pour être dans cette bataille de mettre plus de conscience et de réflexion en amont d'avoir l'enfant, et même pour ceux qui l'ont pas fait en amont, une fois qu'on a l'enfant, il est jamais trop tard. Merci à toi aussi de nous avoir partagé toute ton histoire, beaucoup d'émotions pour moi et sûrement pour ceux qui nous écoutent aussi. Donc un grand merci à toi. C'est, je trouve, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais ton histoire très inspirante pour tous ceux qui ont l'impression d'avoir vécu, pour tous ceux qui n'ont pas vécu de vrai trauma, qui se disent waouh, ma vie est compliquée. Ça permet de relativiser un peu. Et pour tous ceux qui ont vécu des traumas ou qui sont encore en plein dedans, c'est aussi cet espoir de se dire mais en fait je peux m'en sortir. C'est entre guillemets qu'une question de perception et garder cet espoir qui a un sens dans tout ça et aller chercher ce sens aussi. Il vient pas tout seul, il vient si on l'écoute, il vient si on est attentif, on en a parlé. Donc vraiment un grand merci à toi pour tous encore une chose. Ouais, tu me fais penser à encore une chose, Alexandra, c'est que je t'ai pas dit, mais la chose qui m'a le plus soutenue à travers toute ma vie, c'est la gratitude. Quand Christopher était malade et que les gens autour de nous ont soutenus, ils ont fait 2 festivals pour nous aider avec des fonds, et moi je focalisais sur ça. C'est comme si ça m'a tenue, ça m'a soutenue, ça m'a enveloppée, et toute ma vie je cherche où je peux être reconnaissante. Tu vois, même si c'est douloureux, mais ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, j'aurais pu souffrir plus, j'aurais pu me tuer, j'aurais pu jamais me sortir des drogues, tu vois, toujours je cherche le positif. Donc merci pour les anges qui m'ont soutenue à tous les niveaux. Et ça, la pratique de la gratitude, avant de t'endormir, 3 choses que tu peux penser qui sont bien dans ta journée, mais tu passes une nuit déjà meilleure et tu te réveilles le matin beaucoup mieux. Donc voilà. C'est mon mot de la fin. Je recommande aussi cette pratique. Encore un grand merci à toi, Satiana. Les autres, restez bien jusqu'au bout pour avoir votre question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et je te dis à très vite. Ciao. Ciao. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en musique et en marchant. Et aujourd'hui, c'est Satiana qui te pose cette question. Quelles sont tes 3 valeurs essentielles, celles que tu ne négocierais pour rien au monde dans tous les domaines de ta vie ?